Alors, c'est tout pour les exemples que je vous ai préparés. Toutefois, je vous invite vivement à jeter un coup d'œil sur ces trois, sur plusieurs API qui sont déjà implémentés et qui ont déjà implémenté le protocole SOAP permettent à leurs utilisateurs de l'exploiter, entre autres l'API de PayPal, de eBay ou bien de Flightstat. Je vous ai déjà défini ici quelques captures d'écran, d'accord? Donc, je vous ai ici mis quelques captures d'écran, mais je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil principalement sur ces API. Ils vous fournissent, bien entendu, ces API ne sont pas gratuites, elles sont payantes, mais pour pouvoir y accéder, il y a la possibilité de s'inscrire et d'y accéder avec une clé démo, juste pour voir les différentes fonctionnalités qu'elle offre et comment elles puissent être utilisées réellement dans des systèmes d'information dans des cas futurs, que ce soit pour vos projets ou bien dans votre carrière ultérieurement. Alors, on passe maintenant à l'approche top-down ou bien la deuxième, ou bien qui s'appelle principalement Contract First. Pourquoi elle s'appelle Contract First? Parce que justement dans cette approche, contrairement à l'approche bottom-up où on a déjà un système d'information qui est déjà implémenté, où on est en train de l'SOIser en créant le web service à partir d'un applicatif et en ayant le contrat généré. Dans cette approche, c'est tout très différent. Donc, on opte pour l'approche top-down lorsqu'on a juste un cahier de charge. Le système d'information n'est pas implémenté. Et ce qu'on fait principalement, c'est on va donc avoir besoin de créer l'applicatif, donc il va être implémenté. Donc, comme je l'ai dit l'autre fois, cette approche, elle opère par décomposition. Donc, on a un cahier de charge, on le décompose, on identifie les différentes classes ou bien méthodes qui vont être des web services. Une fois c'est identifié, on doit écrire l'applicatif, on doit écrire le contrat et par la suite le web service. Alors, les exemples qui vont suivre, ils vont utiliser SOAP.dll, qui est une extension du PHP. Donc, NuSOAP, comme je l'ai expliqué et comme je l'ai dit, je le redis, elle permet l'implémentation des web services selon l'approche bottom-up. Pour pouvoir implémenter les web services selon l'approche top-down, PHP dispose de la clause SOAP Server. Par défaut, elle est désactivée dans le AMPPS l'outil ou bien la plateforme qu'on est en train d'utiliser pour implémenter les web services en PHP. Donc, je vous invite à l'activer. Donc, pour l'activer, il suffit de venir à ce niveau-là. Dans cette configuration, donc vous défilez. Donc, remarquez pour moi, elle est activée. Donc, il faut suffit de cocher, de cliquer sur Apply et par la suite de relancer votre serveur Apache. Donc, ceci fait, donc les web services, donc on peut commencer à écrire notre web service. Donc, juste quelques mots à propos de Soap Server. Donc, Soap Server est une classe PHP qui dispose de deux classes Soap Client et Soap Server pour permettre justement de créer les web services. Elle permet d'écrire des web services qui peuvent être invocables directement avec leur URI ou bien leur Uniform Resource Identifier, qui est l'emplacement du service, ou bien via le contrat du service. Donc, c'est un premier exemple. Donc, ici, j'ai une classe PHP, d'accord? Donc, la classe PHP, elle a deux fonctions qui sont définies à ce niveau-là. Donc, la complexité du code n'est pas vraiment un objectif en soi. Pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est bien plus comment je transforme cette classe en un web service. Donc, le code est lié à ce niveau-là. Alors, remarquez, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux fonctions que je veux transformer. Donc, c'est remarquez, le code, il est beaucoup plus simple que pour NuSOAP. Il suffit tout simplement de créer le SOAP client, de lui passer l'adresse donc pour lui dire que là le service je dois lui passer juste l'emplacement du service. J'appelle aussi il faut pas oublier d'inclure le code de l'applicatif que je veux transformer en un service et que je lui rajoute, que je lui dise que en fin de compte la classe SOAP client va être exposée avec toutes les différentes méthodes qui sont publiques. Donc, pour qu'une méthode puisse être exposée dans ce service, il faut qu'elle soit publique. Donc, notre service, il est créé. On peut passer à l'étape suivante qui est la création du client. Donc, dans l'écriture du client, une information très importante, là aussi, c'est donc je dois donner pour tout client. Donc, pour l'approche
top-down en PHP. Donc, je disais qu'il est possible d'invoquer le service moyennant son contrat ou bien moyennant l'adresse du service. Donc là, remarquez, je suis en train de lui passer l'adresse dans mon service. Il y a un paramètre que je viens de rajouter ici qui est optionnel et qui a par défaut la valeur 0 ou bien false. Et bien, trace, elle permet justement pour moi de récupérer ces requêtes SOAP. Donc, faites attention, si vous ne le placez pas, eh bien, il va avoir la valeur par défaut qui est égale à 0 et vous ne pouvez pas récupérer. Donc, c'est proprement pour le développeur justement qu'on a besoin de récupérer la requête et la réponse SOAP. Donc, l'appel du service, donc là, je crée le client moyennant SOAP client. Je lui passe les différents paramètres. SOAP client, elle prend deux paramètres. Le premier, c'est justement le contrat du service s'il est disponible. Et par la suite, l'adresse du service. Donc, pour notre cas, on ne va pas donner l'adresse du service, du contrat du service, parce que donc j'ai opté pour la première méthode de l'appel du service en se basant sur l'emplacement seulement du service. Donc, là, donc j'ai choisi d'appeler, je rappelle que le service, il dispose de deux fonctions. Pour ce service, pour ce client, j'ai opté pour l'appel de la méthode getBooks. Alors, remarquez, donc là, voici le résultat de l'appel. Donc, notre appel, le résultat, il est affiché à ce niveau-là. Comme d'habitude, comme toujours, c'est un tableau parce qu'il y a là aussi les étapes de désérialisation qui se font. Et comme je viens de le dire, la valeur, donc ce qui est, lorsque je désérialise, c'est généralement en PHP mappé vers un tableau. Donc, la requête et la réponse. Juste pour faire, exécuter, juste pour montrer, faire une démo. Donc, mes services, je les ai stockés ici dans le dossier top-down. Donc, pour l'exécution de mon service, donc le voici. Donc, on a le library server. Donc, le voici. Donc, il n'y a aucun affichage parce que je n'ai pas prévu de message pour l'affichage, ce n'est pas vraiment nécessaire. Il suffit juste de placer le service et de lancer le serveur pour que le service soit déployé. Et voici l'exécution de mon client. Donc, ceci pour un appel se baser sur, donc c'est un appel du service qui est basé sur l'adresse du service. Toutefois, lorsqu'on va publier le service, on est obligé ou bien c'est nécessaire et c'est essentiel d'avoir le contrat du service. Pour le contrat de notre service, donc pour la deuxième méthode, le contrat du service, il y a deux manières de le générer. Je peux développer le code du service selon l'approche. Donc là, on va tricher en quelque sorte. On implémente le code du service selon la méthode bottom-up en utilisant NuSoap. Et lorsque je génère le contrat, je peux l'enregistrer. Sinon, une autre manière de le faire qui nécessite plus de travail, c'est justement de créer le service donc en utilisant le SOAP Server, la DLL de PHP et d'utiliser une librairie qui s'appelle PHP2WSDL. Ben justement, cette librairie n'est pas propre justement à PHP seulement, mais il y en a des homologues en Java, il y en a des API qui sont imbriqués dans Eclipse qui permettent justement de faire le même travail. Donc, le PHP to WSDL peut être téléchargé à ce niveau, via cette adresse et elle doit être déployée dans d'autres, donc installée avec le Composer Package dans votre environnement PHP. Donc, il vous suffit justement de voir sa documentation pour savoir les étapes de son installation. Donc là, une fois elle est installée, donc là, ce code-là va me permettre justement de générer le WSDL. Donc, rappelez-vous qu'on a le service qui est écrit. Donc, Generate Library WSDL, c'est un code justement qui permet de générer. Donc, il prend comme input la classe pour laquelle donc, je veux générer un contrat de service et l'adresse du service. Et par la suite, le expected file, c'est là où il va y stocker le WSDL qui va être généré. Donc là, c'est l'appel de la classe. Et par la suite, lorsque j'appelle la méthode generate WSDL, l'output, je vais le stocker en utilisant la méthode file put contents dans le fichier qui s'appelle library. Donc, c'est un chemin relatif vers le fichier là où je vais stocker mon WSDL. Donc, je vais juste vous montrer le résultat de ce service. Donc là, je vais lancer Generate Library WSDL. Voilà, le WSDL, il est généré.
Donc, lorsque je clique, c'est un lien, donc il va juste l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer donc, et je vais essayer donc de l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir mon WSDL juste pour vous donner une idée. Alors, je vais ouvrir le fichier qui est généré juste pour vérifier l'exactitude de ce contenu. Le voici. Alors, voici mon WSDL. Alors, remarquez bien qu'il a rajouté l'emplacement ou bien l'adresse de mon service et qu'il a créé les différentes parties. Je reviens tout à l'heure sur le détail ou bien l'explication de mon WSDL. Alors, ceci donc pour l'appel du service. Donc, une fois que le WSDL est créé, je peux, une fois que le WSDL est créé, je peux donc publier mon service et de donner donc en accès à d'autres utilisateurs. Sinon, je passe aussi à un autre deuxième exemple où dans lequel je ne vais pas utiliser le PHP to WSDL library, mais je vais plutôt utiliser, je vais tricher, hein, je vais utiliser le NUSO pour qu'il me génère justement le WSDL, tout en sachant que plusieurs IDE tels que Eclipse et NetBeans, ils permettent aussi de manipuler et de générer le WSDL. Java aussi, elle a son propre outil, il s'appelle Java to WSDL, qui permet justement de créer une classe Java et de la transformer en un WSDL. Donc, pour chaque langage de programmation, vous avez ou bien des IDE ou bien des outils ou bien des librairies par ligne de commande qui vous permettent justement de générer le contrat. Parce que pour pouvoir par la suite publier le service, le contrat, il est indispensable, même si je viens de vous montrer que je pouvais appeler le service via son emplacement. Alors, donc, dans ce deuxième exemple, j'ai une méthode qui s'appelle, ou fonction bien script PHP qui s'appelle hello-you.php pour lequel donc donc voici la fonction. C'est une fonction qui s'appelle getHello avec elle concatène donc deux paramètres d'entrée de type chaîne de caractères et elle va les retourner. Donc je les ai stockés dans le dossier top-down, dans mon dossier My Web Service, dans le dossier 3W dans mon serveur web ou bien si vous allez travailler avec ExamPP et vous êtes censé le stocker dans le htdocs. Alors, donc le WSDL, le voici, je l'ai généré, donc je l'ai généré, je vais l'utiliser. Donc voici le code de mon client. Donc en fin de compte, c'est similaire à l'autre code, ça diffère juste quelque peu parce qu'il y a ici un affichage de mon WSDL. Donc là, je vais rajouter la fonction, le service donc, il est créé. Et là, c'est mon client où je vais l'appeler la fonction. Donc, je lui fournis ici. Alors, remarquez ce qui est différent. Là, je fournis le WSDL, alors que dans l'autre client que je vous ai donné, je ne fournissais pas le client, mais je fournissais l'adresse ou bien l'emplacement du service. Et on avait un null dans la méthode SoapClient. Il y a trace qui revient aussi, juste pour pouvoir garder une trace des invocations SOAP et des réponses. Juste donc pour voir l'exécution de mon service, une petite démo. Donc, voici le service, le lien juste qui est rajouté pour affichage pour voir mon WSDL et l'exécution de mon service. Bien entendu, pour que ça marche, j'insiste sur le fait qu'il faut que la DLL, elle soit cochée. Sinon, il ne va pas pouvoir trouver le SOAP Client Class et pouvoir créer un client ou bien le serveur de notre service web. Alors, donc là, on a beaucoup parlé du WSDL et je souhaite quand même là, donc on va donner plus d'explications sur le WSDL. Alors, le WSDL, c'est quoi? C'est une abréviation pour Web Service Description Language. Donc, c'est un standard qui est paru en deux versions. La première, c'était en 2001 et la deuxième en 2007. C'était une initiative de IBM, Microsoft et Alibaba. Et actuellement, il est standardisé par le W3C. Donc, donc, pourquoi un standard? Parce que, comme je l'ai expliqué, pour pouvoir vraiment avoir un web service ou bien un service, il me faut un contrat standardisé. Donc, n'importe qui souhaite créer des services et les publier, il doit respecter son standard dans la création du contenu de mon service. Alors, qu'est-ce qu'il contient justement? Donc, un Excel, donc, il contient, donc, c'est une sorte de, donc, qu'est-ce qu'il contient?
Le what, c'est qu'est-ce que le service il fait. Donc, il va définir les différentes opérations que le service il fait. Le where, il va définir les protocoles spécifiques du change du service. Et le how, c'est les différentes, donc le format de données et les protocoles de transport qui sont utilisés par mon service. Donc, toutes ces informations, ils sont décrites dans deux parties. Une partie qu'on va dire qui est une partie abstraite et une deuxième partie qui est une partie concrète. Donc, la partie abstraite, c'est le Service Interface Definition. Et donc, elle va contenir les différentes opérations avec les paramètres et les types de données abstraits de cette partie. Et par la suite, dans le Service Implementation ou bien dans la partie concrète, elle va justement dire de manière concrète, ces opérations-là, elles vont être disponibles pour les invocateurs du service via à quelle adresse, via quel protocole de transport spécifique et via quel protocole d'appel ce service il peut être appelé. Donc, pour une partie abstraite du service, justement, je peux avoir au moins une partie concrète, bien sûr, ou bien plusieurs, parce qu'un même web service, par exemple, il peut être invocable via HTTP seulement, comme il peut être invoqué via HTTP et le protocole SOAP dans la version 1, qu'il peut être invoqué via le protocole SOAP dans la version 2, etc. Donc, c'est ce qui fait que pour la partie abstraite, je peux en avoir plusieurs parties concrètes pour mon service. Alors, donc, le contenu, donc ça va être quoi? Donc, principalement mon fichier WSDL. Il peut avoir, donc c'est un fichier qui a l'extension .wsdl. Il peut être statique comme il peut être dynamique. Quoique de plus en plus, donc les API actuellement, elles favorisent la création du contrat de manière dynamique pour que lorsque je fais des modifications dans mon service et des opérations qu'ils définissent, eh ben, ces modifications, elles sont automatiquement rajouter dans mon WSDL. Sinon, le client risque d'avoir une version obsolète de mon service. Alors, donc, la structure de ce monde, justement de ce monde WSDL, c'est donc il a une racine qui s'appelle element definitions et il est constitué d'un ensemble d'éléments, entre autres types, message, port type, et le binding et le service. Alors, les trois premiers éléments types, message et port types font partie de la partie abstraite. Par contre, le binding et le service font partie de la partie concrète. Alors, je vous ai fourni ici à ce niveau-là un ensemble de WSDL que vous pouvez utiliser, juste auquel vous référez. Donc, je vous ai fourni des exemples notables tels que l'API de Google Ads, c'est la plateforme de Google pour les advertisements, sinon pour eBay, pour PayPal, pour UPS ou bien pour FlightAware. Donc, c'est un ensemble de WSDL que je vous invite à voir et à tester. Sinon, alors, donc là, c'est un exemple, je reviens au même exemple de notre cours, donc avec la partie abstraite et la partie concrète. Donc, c'est le même fichier qui s'appelle webservice.wsdl que vous pouvez retrouver sur le site de notre cours. Il est partagé en deux parties, une partie abstraite et une partie concrète. Donc, c'est le même fichier justement, mais j'ai juste pour une meilleure clarté, j'ai partagé en deux. Donc, definition, c'est l'élément racine, mais qui contient un ensemble donc, des définitions d'espace de nom. Par la suite, il y a l'élément types. L'élément types qui va définir l'ensemble des types. Si, par exemple, si mon service, il contient, donc remarquez qu'il contient un schéma, donc remarquez là l'ensemble ou bien la diversité des espaces de nom et des préfixes. Donc, il fait appel là, à ce niveau-là, remarquez, vous retrouvez que le XSD, c'est le préfixe du standard schéma ou bien XML schema. Donc, parce qu'à ce niveau-là, ce que je suis censé trouver, c'est l'appel des types. Donc, pour ce premier web service, c'est le même exemple du cours, justement, que j'ai utilisé. Et bien, remarquez qu'il n'y a pas de définition de type de données complexes. C'est pour ça que je ne fais qu'un appel vers le schéma, donc je ne fais qu'un appel vers donc le standard. Sinon, il y a la troisième partie qui est les messages. La quatrième partie, c'est le port type. La cinquième partie, c'est le binding. Par la suite, il y a le service et une sous-partie dans le service qui est le port ou bien l'adresse du service. C'est un autre exemple, d'accord? Donc là, c'est un autre exemple aussi que je souhaite vous montrer avec, alors remarquez donc les différents messages et remarquez que pour cet exemple-là, le binding, il se trouve en deux versions. Et là, idem pour le service aussi en deux versions parce que justement, ce service, il supporte l'invocation. Donc, c'est la partie abstraite et elle est invocable
moyennant le protocole SOAP dans ces deux versions. C'est ce qui explique qu'il y a le binding, ou bien une partie concrète, deux parties concrètes, et pour le service avec deux adresses. Donc, si je souhaite invoquer le service selon le protocole SOAP dans sa première version, je vais l'invoquer via cette adresse. Sinon, c'est via la deuxième adresse. Alors, pour entrer, donc là, je vous donne la structure ou bien une sorte de métamodèle en UML pour dire justement l'élément définition, combien d'éléments types il peut contenir, combien d'éléments. Donc, on voit que l'élément types, il est optionnel. Par contre, les messages, ils sont obligatoires. Le port type aussi, il est obligatoire, d'accord? Donc, je vais à l'explication donc, de chacune de ces éléments-là. Alors, donc, je disais que l'élément définition est un élément obligatoire et je n'ai que, c'est l'élément racine justement de mon WSDL. Je ne peux pas avoir un WSDL sans la racine et donc sans la racine. Et il définit un ensemble d'espèces de noms dans mon élément. Par la suite, donc, je disais l'élément types qui est donc optionnel, mais une seule instance de cet élément-là, elle est définie. Par exemple, là, alors je vous ai montré dans l'autre exemple un WSDL qui importait juste le schéma XML. Par contre, alors lorsque mon élément XML, mon web service, il définit des complex types ou bien il manipule des complex types dans ces fonctions-là, dans ces fonctions. Remarquez là, par exemple, je suis en train de définir dans le schéma un élément qui s'appelle add et cet élément add, il va me définir cet élément de quoi il est constitué. D'accord? C'est un exemple donc d'un schéma définition des complex types imbriqué dans mon WSDL. Sinon, après l'élément type, je vais avoir donc l'élément type, c'est les données que le service il va manipuler et ces données-là, ils sont manipulées par des fonctions. Les fonctions, elles communiquent par des messages, donc des messages appelant donc, et des messages pour les réponses. Alors, par exemple, si vous rappelez bien, si vous rappelez pour la fonction say hello, donc je vais avoir deux messages, le say hello request et le say hello response. Donc déjà, à travers le nom, on arrive à deviner que là, ça va être le format de l'appel et là, c'est le format de la réponse. Chaque message, il contient l'élément part en plusieurs instances en fonction du nombre de paramètres de la fonction. Par exemple, pour la fonction say hello, rappelez-vous de mon service donc, que j'ai traité donc, dans la partie précédente de notre cours, la fonction sayHello, elle a un paramètre name de type chaîne de caractères. C'est ce qui explique que son type, c'est de l'XSD string. En contrepartie, le sayHello response, la réponse, c'est le paramètre hi avec le type aussi string. Donc, si par exemple votre méthode elle a plusieurs paramètres, je vais avoir justement plusieurs fois l'élément part. Alors, chaque message, donc, il peut avoir, euh, donc, euh, donc, il peut avoir plusieurs fois l'élément part. S'il n'a pas de paramètre d'entrée, par exemple, il n'y aura pas l'élément part. Alors, par la suite, donc, la partie, donc, je disais que, donc, il y a, dans la définition, il y a les types et puis il y a les messages et il y a le port type. Alors, le port type, donc une définition de WSDL peut contenir de 0 jusqu'à n. C'est quoi le port type? Alors, on a mis les différents messages. Par la suite, il faudrait indiquer à chaque message d'appel quel message de retour je dois faire coïncider. Par exemple, ici, on a deux messages, le say hello request et le say hello response. Il faudrait justement indiquer à l'API SOAP lorsque le service il est appelé avec quel format de service je dois répondre. C'est ce qui fait qu'on a là le mapping, donc dans le port type, il y a un ensemble d'opérations qui sont définies. Donc, chaque web service, il doit justement disposer d'au moins une opération. Donc, pour notre service donc l'opération say hello, son input c'est le message say hello request et son output c'est le message say hello response. Donc je dois donc c'est justement ce format d'appel, c'est un appel synchrone parce que le service lorsqu'il a un input, automatiquement et obligatoirement, il doit répondre de suite avec cet output. Donc là, c'est donc je vais prendre profit de cette circonstance juste pour dire que pour le format des opérations d'échange entre le client et le service, qu'un service ou bien donc entre un sender et un receiver ou bien un client d'un service et un web service, les requêtes SOAP, elles peuvent obéir à quatre modes
possibles, entre autres donc, les modes, donc ces 4 modes, je peux les classer en 2 catégories. Donc il y a le mode synchrone d'interaction et le mode asynchrone d'interaction. Quand le mode synchrone est synchrone d'interaction, donc je vais avoir une requête SOAP à laquelle il va coïncider une réponse. Donc dans l'opération de mon port binding, je vais avoir un input suivi d'un output de mon opération. Et lorsque mon web service il fonctionne dans le mode solicit response, je vais avoir un output suivi d'un output. L'autre catégorie d'appel ou bien d'interaction, c'est le mode asynchrone, où on a le one-way. Lorsque le service, il ne fait qu'appeler, mais il n'attend pas de réponse du service. Donc, il s'agit par exemple juste d'une insertion dans une base de données sans attendre un retour. Et le mode notification. Alors, pour donner plus de détails sur ces différents modes, je vais vous donner des exemples un à un. Alors, on prend par exemple ici l'exemple de l'envoi d'une vente ou bien send purchase. Donc, cette opération-là, elle a un input et un output et elle fonctionne donc en mode synchrone parce que le service, lorsque les clients appellent le service, il doit obligatoirement répondre de suite. Donc, c'est ce qui fait que l'appel du service, il est classé en mode synchrone et c'est ce qui fait que dans l'opération du service, on a un input suivi d'un output. Par contre, donc, je disais, il y a la possibilité d'avoir le one-way. Le one-way, lorsque par exemple, je vais, donc pour l'opération que je vous montre ici, c'est le submit purchase order. Donc, le service, il va envoyer une requête dans laquelle il y a une ordre ou bien une commande à stocker dans mon système. Et donc, après stockage dans la base de données, je n'ai pas besoin d'une confirmation d'une réponse. C'est ce qui explique dans l'opération qu'il y a seulement un seul message de type input et qu'il n'y a pas d'output. L'autre mode aussi qui est possible, c'est le mode notification. Donc, ce type de message où, en fin de compte, c'est pour les systèmes donc, où je ne fais que notifier. D'accord. Par exemple, imaginons que il y a un vol auquel vous êtes intéressé et vous entrez dans votre application mobile et vous vous inscrivez pour que lorsque le flight ou bien le vol il va atterrir, vous réceptionnez, vous réceptionnez une notification qui vous indique, donc il faut s'y inscrire pour que le service il, il vous informe de cette information. Donc, c'est le mode de push, le push model pour les systèmes distribués, où on a une notification, donc juste une notification, c'est ce qui explique que pour l'opération, on a juste un output. Et c'est donc lorsqu'on a ce mode d'opération, le service, il est en train de fonctionner en mode asynchrone. Et il y a comme dernier mode, ou bien c'est le solicit response. Dans ce mode-là aussi, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a lorsque, en fin de compte, le service, il notifie le client, et ben, le client, il doit répondre par une réponse. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a le output. Donc, là aussi, c'est le event-based distributed programming où on a un client qui doit s'y inscrire pour qu'il soit notifié et lorsqu'il est notifié, il peut répondre au service. Comme exemple, par exemple, c'est lorsqu'un service, donc, il envoie le fournisseur, par exemple, vous avez effectué une commande. Donc, le fournisseur, votre commande, lorsqu'elle est prête, il va vous notifier. Et le client, il envoie un reçu pour dire, voilà, bien reçu, j'ai reçu la notification que mon commande, elle est prête. Donc, dans ce cas-là, comme on va être dans mon portail, mon opération, donc je vais avoir un output. Donc, faites attention, l'ordre de mes éléments, il est très important. Donc, c'est un output suivi d'un input. Et il y a un élément qui apparaît ici, c'est l'élément fault. Donc, dans une certaine, comme on l'a vu dans les exemples précédents du cours, certaines réponses SOAP, elles peuvent avoir l'élément fault imbriqué à l'intérieur qui est un élément optionnel. Donc, pour ce faire et pour pouvoir vraiment l'utiliser, il faudrait déjà que dans votre opération, dans votre WSDL, vous avez défini cet élément fault et de quoi il peut être constitué ou bien le format du message pour justement pouvoir traiter les erreurs dans mon contrat. Alors, donc là, c'est pour les différentes parties. Là, j'arrive à la partie 5 ou bien la partie binding et là, j'entre dans la partie concrète. Donc, je rappelle que mon document WSDL, il est structuré en partie abstraite et partie concrète. Donc, la partie abstraite, elle donne les opérations, les types de données et les différentes opérations définies par mon service. Quant à la partie concrète, elle va me dire justement ces opérations-là, lorsqu'elles sont définies ou bien elles sont déployées par mon service, quelles
protocole de transport elle va utiliser et quel format ou bien encodage elle va utiliser. Donc, dans ce binding, je vais justement donner les protocoles, le messaging type, le formatage ou bien l'encoding et le style d'appel du service. Alors, euh, deux points très importants, c'est le protocole, justement, parce que pour le protocole, donc remarquez là, par exemple, pour cet exemple-là, j'ai donc un port type, mais ce port type, il va être concrètement effectué par deux bindings, d'accord. Donc, comme je le disais, donc le protocole SOAP, donc c'est pour dire que ce service, il supporte le protocole SOAP dans ces deux versions, et c'est ce qui explique qu'il y a deux adresses dans mon service. Sinon, pour le messaging style, donc le WSDL, il permet justement de dire que je peux avoir deux messaging styles possibles qui sont le RPC-based style et le document-based style. Alors, c'est quoi la différence? Alors, les différentes API d'implémentation des web services, elles peuvent supporter ou bien le mode RPC ou bien le mode document. Le mode RPC, c'est pour Remote Procedure Style. C'est donc lorsque vous avez dans le binding style égal à RPC, comme il est à ce donc. Et pour le document based, lorsque on a le binding style. Alors remarquez, lorsque on a déjà dès que ça change, la requête SOAP en elle-même, elle change de structure. Alors pour le RPC based, remarquez que le body de la requête, il contient un nom de fonction, le nom d'une fonction avec les paramètres à l'intérieur. Par contre, le document based, remarquez la différence, ça contient tout un document XML tel qu'il est. Alors, pour le RPC, donc c'est principalement pour le mode synchrone et c'est fortement inspiré de Remote Procedure Call qui a été utilisé pour Corba pour la programmation orientée composant. Donc, comment on le reconnaît? On le reconnaît donc par la requête body qui contient à l'intérieur le nom de la méthode comme sous-élément et les paramètres comme différents parts. Et la réponse, elle contient tout le temps le mot response en marqué, donc elle va contenir, donc là, bon, pardon, c'est une, donc la réponse, elle va contenir tout le temps le mot response concaténé au nom de l'opération du service. Le deuxième, donc je disais donc pour ce qui est du mode document, il est plus utilisé pour le mode asynchrone, pour la communication asynchrone. Et qu'est-ce qu'il contient? Il contient un XML fragment, c'est le mode le plus utilisé parce qu'il permet justement le découplage de la partie service de la partie cliente, vu qu'en fin de compte, je n'impose pas un mode d'écriture des clients, donc il donne beaucoup plus de flexibilité à la structuration de ma requête SOAP, vu que je n'ai qu'à imbriquer directement un fragment XML que je souhaite envoyer sans avoir justement à le structurer d'une manière bien particulière, à mettre le nom de l'opération, mais je peux directement envoyer mon document XML et l'imbriquer. Donc, c'est le mode le plus récemment utilisé. Alors, ceci pour le binding. Alors, pour ce qui est donc pour le binding, eh ben, je dois définir justement le protocole. Pourquoi j'ai besoin de définir plusieurs bindings et plusieurs protocoles? Parce que justement, un même web service, lorsqu'il est publié, il se peut que j'ai besoin justement de l'invoquer, par exemple, via des protocoles différents. Donc, je peux dire que je vais utiliser SOAP je vais l'encoder dans de l'HTTP, comme je peux utiliser le protocole SMTP pour le transport. Tout ceci fait que je peux avoir pour une partie abstraite plusieurs parties concrètes dans plusieurs bindings. Ceci pour le port. Aussi, le même service peut être invoqué via une application donc, desktop, comme il peut être invoqué via je peux parfois, vu la lenteur du protocole SOAP, ne pas vouloir l'utiliser et l'invoquer juste via le HTTP GET ou bien le HTTP POST. Dans ce cas-là, je vais avoir plusieurs. Donc, le web service va être déployé plusieurs fois et donc je vais avoir plusieurs adresses réelles de mon service. C'est ce qui fait, par exemple, donc, pour mon service que vous voyez actuellement. Donc, il y a le location user address parce qu'il a été justement déployé via le HTTP en mode RPC et en SOAP. Par contre, celui-là, par exemple, alors remarquez, le service il est déployé avec SOAP dans ces deux versions. C'est ce qui explique que j'ai deux adresses ou bien donc dans l'élément service, j'ai l'élément port deux fois avec deux emplacements différents. Et en fonction de l'implémentation que vous utilisez l'adresse ou bien la location du service qui vous convient.